Alors moi, la première question un peu que tout le monde se pose, c'est du coup combien ça rapporte les parts en start-up? Est-ce que vous avez des exemples, vous, d'exit ou de gens qui ont gagné de l'argent du coup avec ces parts en start-up? Et qu'est-ce que vous pensez plus généralement de ce sujet-là, sur les scénarios de vente de ces parts? Je ne sais pas qui veut commencer. Alors, moi, pour attaquer un peu cette soirée, sur un sujet qui était quand même assez sensible, je me suis dit que j'allais faire un petit calcul qui pouvait potentiellement vous intéresser. Et je suis parti du principe qu'un salarié qui a intégré une start-up avec un poste assez senior pouvait potentiellement avoir à peu près 0,5% en stock. Et que si cette entreprise, au moment où le salarié rentre, réalise un tour de table par la suite et était vendue à peu près 100 millions d'euros, le salarié pouvait potentiellement gagner 400 000 euros. Et puisqu'on l'a vu avec Mathieu, c'est quand même un mécanisme qui est taxé potentiellement avec 0,5% d'une entreprise qui serait vendue à peu près 100 millions d'euros, un salarié pourrait gagner potentiellement 200 000 euros. En France, ces 5 dernières années, on a vu à peu près une quinzaine d'entreprises se vendre sur des montants de valorisation de ce type. Et moi qui suis investisseur et qui passe mon temps, on va dire, à valoriser des entreprises, a priori, on devrait en avoir de plus en plus sur ces montants-là. Je te laisse compléter. Alors combien on peut espérer gagner? Je pense que ça dépend beaucoup du moment où on a distribué les BSPCE et du profil. En fait, nous, c'est un peu les deux critères qu'on utilise pour déterminer combien on donne à qui. C'est quand et c'est à qui. Et on a créé une grille de critères qui ressemble un peu à celle que j'ai vue, qui dépend de la seniorité, qui dépend de la rareté du profil, qui dépend même de la nationalité. C'est plus difficile de faire venir un Américain à Paris qu'un Parisien. Et donc ça peut se récompenser aussi. Donc on a créé une grille qui nous permet de faire ça, en essayant de rationaliser au mieux le nombre de BSPCE qu'on donne. Je pense qu'au début, en seed, il faut être généreux. C'est-à-dire que je vais revenir sur des basiques, mais évidemment, c'est la qualité d'une équipe qui fait la réussite d'une société. Et donc au début, on a tout intérêt à réunir le maximum de talents et d'expertise, et donc à distribuer des BSPCE pour faire venir les meilleurs talents. Donc je pense qu'au début, donner plusieurs pourcents à une même personne, c'est pas quelque chose de choquant. Ça peut même être beaucoup plus si c'est une expertise clé pour la société. Je pense à un profil commercial qui a une idée et qui veut faire venir un CTO dans sa boîte. Au bout de quelques temps, moi ce que j'ai vu beaucoup, c'est des commerciaux qui font travailler une agence pour créer un site web. Ils se rendent compte que le site web créé par l'agence vaut pas grand chose et ils décident in fine de faire venir un CTO. Et donc là le CTO à ce moment-là, en fait c'est un cofondateur, c'est la même chose. Donc s'il avait 50% de la boîte en BSPCE, moi c'est pas quelque chose qui me choquerait. Donc ça dépend de beaucoup de choses, ça peut être très large et ça dépend du stade. Tu l'as dit avant, nous on a fait une distribution cette année auprès de tous les salariés d'Evaneos. Auparavant on distribuait uniquement à des profils rares, à des managers, à des gens qu'on voulait fidéliser absolument sur le long terme. Et là, en fait, pour essayer de s'aligner, on pourra peut-être en parler un peu plus, s'aligner un peu sur la culture, sur les valeurs qu'on essaye de pousser en interne. On a distribué à tout le monde. Et donc là, le calcul qu'on a fait, on s'est dit que potentiellement, un salarié, et quel qu'il soit, s'il continue avec nous, qu'on réussit, c'est-à-dire qu'on continue à bien performer et donc dans quelques années à valoir 2 ou 3 fois ce qu'on vaut aujourd'hui, il peut prétendre à gagner 1 an de salaire. C'est un peu ça le calcul qu'on a fait, et pour certains beaucoup plus. Donc là, encore une fois, on n'a pas distribué la même chose à tout le monde, mais on a essayé de faire une grille qui permet que pour certains profils rares, c'est pas 1 an de salaire, ça peut être 10 ans de salaire si ça marche super bien. Donc nous, dans notre cas, il y a des gens qui ont déjà fait de l'argent avec des BSPCE. On n'a pas vendu Evaneos, mais dans le cadre des levées de fonds, on a proposé des moments de liquidité à certaines personnes pour pouvoir bénéficier de leur BSPCE. Quelqu'un qui est dans la boîte depuis 4-5 ans, qui a fait un petit effort sur le salaire au début pour vous rejoindre, on fait une levée de fonds, et les fondateurs parfois aussi en tirent un bénéfice. Il nous semblait normal aussi que les détenteurs de BSPCE qui étaient là depuis longtemps, qui ont terminé leur vesting par exemple, puissent bénéficier de la sortie, enfin une sortie partielle. Et typiquement, nous on a proposé à chaque fois un tiers de leur montant potentiellement à sortir. Et d'ailleurs, on l'a proposé à pas mal de monde à la dernière levée. Il y avait une quinzaine de personnes qui avaient des BSPCE à l'époque, maintenant c'est tout le monde. Et sur les 15, il y en a 14 qui ont décidé de rien vendre,
et qui veulent continuer. Donc pour nous, c'est plutôt un bon signal. Carrément, ok. Merci beaucoup. Alors, justement, du coup, on a parlé au début des différentes possibilités entre les BSPCE, les attributions gratuites, etc. Peut-être en plusieurs questions. Qu'est-ce qu'on privilégie du coup? Est-ce que vous pouvez bien confirmer que c'est des BSPCE qui sont quand même plus utiles que vous voyez vous dans l'écosystème, toi en tant qu'entrepreneur et toi en tant qu'investisseur? Et à qui? Par exemple, est-ce qu'on les donne à tout le monde ou pas? Pourquoi? Et quelles sont les différentes étapes notamment qui font qu'on commence à distribuer largement le capital? Moi, dans les entreprises qu'on a financées, la plupart des entreprises qu'on rencontre, c'est toujours le mécanisme des BSPCE qui est mis en avant. Essentiellement pour un sujet de coût pour l'entreprise et pour les salariés. C'est assez rare les cas où les BSPCE sont distribués à tous les salariés. Et en fait, généralement, plus l'entreprise est grosse, plus c'est des choses qui arrivent. Et je pense que c'est pour ça que c'est le cas d'Evaneos. Et après, en termes de pourcentage, moi ce que je vois généralement, c'est en fait des poules de 5% de BSPCE qui sont mis en place à chaque tour de financement. Donc si une entreprise fait à peu près 3 tours de financement sur 3 années, on va dire, en moyenne, il y a à peu près 15% de stocks qui vont à des salariés. Et je vois vraiment de tout. Il y a des personnes qui ont moins de 0,1% et certains qui vont jusqu'à 5% de stock dans la boîte. Voilà. Je peux continuer, je compléterai. Alors sur le mécanisme, oui, nous on ne s'est jamais posé la question de distribuer autre chose que des BSPCE. C'est un peu un no-brainer entre guillemets. Alors ça a été plus avant parce que d'un point de vue fiscal, c'était évident, mais depuis les nouvelles lois Macron, en fait, l'avantage BSPCE pour le salarié d'un point de vue fiscal n'est pas évident par rapport à la flat tax ou par rapport à l'impôt sur les plus-values qui est maintenant en fait le même pour tous les outils. Et en revanche, pourquoi on continue à l'utiliser, c'est parce que en fait, c'est gratuit à émettre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût pour le salarié et pour la société d'émettre un BSPCE, si ce n'est la paperasse, un peu de temps. Et voilà, mais des actions gratuites, par exemple, il faut sortir des sommes importantes. Et quand on commence à avoir des valorisations un peu significatives, ça fait des grosses sommes. Et on a beaucoup d'autres choses à faire avec cet argent que de le payer à l'État pour émettre des actions. Donc les BSPCE, de ce point de vue-là, c'est hyper intéressant. Et quelque part, moi je trouve ça plus sain aussi par rapport à des actions gratuites, parce que l'action gratuite, en fait, le salarié, il bénéficie tout de suite du prix à plein de l'action, quelle que soit en fait la valeur qu'il a contribué à créer. Alors qu'un BSPCE, il le reçoit à un instant avec un strike price qui correspond à la valorisation de l'entreprise au moment où il le reçoit, et finalement il bénéficiera de la marge qui aura été créée à long terme sur le moment où il est resté dans l'entreprise. Et donc c'est assez sain, je trouve, de considérer qu'on va toucher la partie sur laquelle on a contribué réellement. Voilà, donc il y a une sorte d'alignement qui se fait grâce à ça. Et sur l'alignement, justement, nous c'est un peu pour ça qu'on a distribué à tous les salariés, c'est que depuis plusieurs années, on disait à tout le monde, nous on veut générer chez Evaneos une culture entrepreneuriale, que chacun puisse avoir voix au chapitre, donner ses idées, créer des choses, se planter et quelque part être un intra-entrepreneur. Donc finalement, pour aller jusqu'au bout, et même certains commencent à nous le demander, il fallait donner des parts, parce que si on dit que tout le monde est entrepreneur, il faut l'assumer jusqu'au bout. Donc c'est ce qu'on a fait. Ça, c'était une première chose. Et une deuxième chose aussi, c'est que il y avait, avec Yvan, mon associé fondateur, une envie de partager la valeur créée. Et plus on grossit, en fait, moins on est dépositaire de la valeur qu'on crée, enfin moins on en est responsable. Au tout début, quand on est deux, évidemment, toute la valeur qui est créée, elle est due aux deux personnes cofondatrices. Mais plus on grossit, plus il y a de monde, en fait, moins je suis utile et moins je fais quelque chose. Donc, alors je dis pas que je sers à rien, mais au moins tout le monde contribue et tout le monde peut bénéficier de cette valeur qui est créée dans le cas d'un événement de liquidité, évidemment. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que l'événement de liquidité, c'est une potentielle vente, mais si la vente intervient dans 10 ans, pour le coup, ça intéresse plus grand monde. Donc il faut savoir aussi, à certains moments, la société crée ses événements de liquidité, au moment des levées de fonds. Nous, on l'a parfois fait aussi à un moment donné où des salariés voulaient sortir, étaient restés depuis longtemps. Et il nous semblait absolument pas juste qu'ils retirent 0 € de leur apport depuis un moment. Et donc, on a par exemple demandé à des investisseurs de leur racheter leur BSPCE. Donc voilà, donc il faut savoir créer ça à certains moments pour être juste. Et enfin, c'est évidemment un outil pour attirer les meilleurs, pour
tu l'as dit tout à l'heure, pour retenir les meilleurs. Et ça va devenir un standard, je pense, de distribuer à beaucoup de monde. Aux États-Unis, aujourd'hui, dans la Silicon Valley, il n'y a pas un développeur qui n'a pas de BSPCE. Et en général, toute la boîte en a. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui dans la Silicon Valley va probablement se passer ici, étant donné la rareté des profils, étant donné le nombre de startups. C'est à peu près, ça me paraît assez clair qu'il y a une vraie tendance, en tout cas, à distribuer beaucoup plus à plus de monde. Même si pour certains, c'est une valeur symbolique. Au moins, on fait partie de l'aventure. Et d'ailleurs, un petit conseil, vaut mieux communiquer quand on parle de valeur symbolique en montant qu'en pourcentage. C'est sûr que ça a moins d'effet quand on dit à quelqu'un « je te donne 0,01% de ma boîte » ou quand vous lui disiez « je te donne l'équivalent de 20 000 € d'actions ». Et ça a beaucoup plus d'effet quand on lui dit ça, évidemment. Donc il vaut mieux parler en valeur, je pense, qu'en pourcentage. Alors qu'au début, il vaut mieux dire « je te donne 4% que 2 000 €. Donc voilà, le discours évolue un petit peu au fur et à mesure de la croissance. Ok, je vais compléter rapidement. Pour compléter, ce que je voulais dire, c'est que jusqu'à maintenant, très rares sont les cas où c'est distribué à l'ensemble des salariés. Effectivement, je pense que ça va se faire de plus en plus, parce que c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis, et parce qu'en France, les salariés commencent à valoriser ça et commencent à comprendre ce sujet. Pour autant, moi, j'ai vu des startups où en fait, la distribution était faite de manière extrêmement symbolique à certaines personnes qui avaient moins un 13e mois. Et généralement, c'était mal perçu parce qu'on a l'impression, excusez-moi de l'expression, mais d'être pris pour des cons. Donc, il faut trouver un bon niveau d'alignement d'intérêt, un montant qui est un peu plus que symbolique. Et vous n'êtes pas obligé, c'est un petit conseil pour les entrepreneurs, d'être extrêmement transparent sur combien, quand, pourquoi. Par contre, il faut essayer d'expliquer et de faire de la pédagogie avec tout le monde sur ces différents sujets. Ok. Peut-être une question aussi sur comment ça se passe justement avec les investisseurs. Toi avec les startups et toi avec les investisseurs. Comment ça se décide en fait entre vous le moment où vous allez ouvrir aussi le capital aux salariés? Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça donne lieu à des négociations? Comment ça se passe un petit peu? Alors oui, il y a un peu de... Enfin, il y a eu notre dernier tour et ceux d'avant. Ceux d'avant, il n'y a pas eu tant de négo que ça parce qu'on était dans un schéma assez classique, assez standard où on distribuait finalement un nombre assez restreint de personnes. Si tu peux rappeler aussi combien de tours vous avez fait vous Ouais, on a fait 4 tours de financement et donc sur les 3 premiers, à chaque fois, on a mis un pool de BSPCE qui correspondait à quelques pourcents de la boîte. La négo, il n'y a pas de négo en fait, parce que l'investisseur a plutôt intérêt aussi à ce qu'il y ait un pool de BSPCE, parce que de toute façon, il se dit qu'il va attirer des meilleurs talents en émettant des BSPCE. Et aussi, en général, l'investisseur, tu me diras si j'ai tort, il négocie sur des valorisations fully diluted. Ouais. Donc c'est-à-dire qui tiennent compte en fait du nombre de BSPCE qu'il y a dans la boîte. Et donc quand on regarde le prix par action, il est moins fort quand on émet des BSPCE. C'est assez mécanique, on divise un montant par un nombre de parts. Et donc quand il y a des BSPCE, il est moins fort. Donc quelque part, psychologiquement pour les fondateurs, on peut parler de chiffres plus gros aussi quand il y a des BSPCE. Donc bon, il y a un effet un peu psychologique là-dessus. Et effectivement, dans le dernier tour, ça a été un peu différent parce qu'on a voulu distribuer à tout le monde. Donc là, il y a un peu plus de négo avec les investisseurs. Il faut les convaincre de notre schéma, il faut les convaincre de notre envie de distribuer de manière plus large. Et à un moment donné, de toute façon, c'est pas négociable. Enfin, on a décidé que c'était comme ça et on avait envie de le faire. Donc il faut leur montrer qu'on a tous intérêt à le faire. Voilà. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire et ça se passe plutôt bien. Alors il y a un peu de paperasse parce que du coup, il y a des entrées et des sorties maintenant tous les trimestres chez Evaneos. Et donc à chaque board, on est obligé d'attribuer des pools de BSPCE. Donc on a créé un process qui permet de faire ça de manière assez fluide. Il faut le mettre en place. Donc c'est un process de plus. C'est un process aussi qui nécessite d'avoir des outils. Nous, je vais faire de la pub pour une boîte que j'aime bien qui s'appelle Equify, qui permet en fait de gérer sa cap table et de donner accès à chaque salarié en fait à un compte en ligne où il voit ses BSPCE, il voit combien elles valent. Alors c'est pas comme la bourse, hein, ça change pas tous les jours, mais au moins il a une référence, un endroit où il peut aller consulter ce qui se passe sur ses parts. Voilà. En termes de négo avec les fonds d'investissement, il y a quelques années, c'était pas encore forcément à la mode, et dans les fonds d'investissement, il y avait on va dire des personnes qui n'avaient pas forcément vécu ça en France,
il pouvait y avoir négociation entre le fonds et les entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui se fait quasiment tout le temps. Donc, il y a assez peu de négo, généralement c'est poussé par les entrepreneurs. Effectivement, nous quand on investit dans une boîte, on tient compte des pools de BSPCE qui sont créés et on ajuste la valeur en fonction de ça. Et ce qui pourrait être problématique pour nous, c'est si le pool de BSPCE était créé après notre investissement, parce que potentiellement ça dilue tout le monde. Et donc là, ce serait potentiellement problématique, parce que se faire diluer de 5 à 10%, c'est quand même, ça baisse potentiellement la plus-value potentielle. Je sais pas s'il y a des gens qui n'ont pas encore levé ici dans la salle aussi, qui ont fait des boîtes qui n'ont pas encore levé. Tout le monde a levé des fonds ici? Non? Ok. Super, bientôt, du coup. En fait, il y a une question qui nous revient assez souvent, c'est notamment dans les boîtes assez early stage qui n'ont pas encore levé, comment on s'accorde sur la valorisation avec ses investisseurs, avec ses employés. Du coup, est-ce que vous pensez déjà que ça vaut le coup de distribuer des parts avant la levée de fonds ou pas? Toi, je sais qu'Eric, ça fait très longtemps, donc tu t'en souviens peut-être pas. C'était il y a quasiment 10 ans que tu me disais que tu as commencé à faire la distribution. Et aussi après, quand les boîtes ont déjà levé des fonds, peut-être rappeler comment ça se passe, la négociation sur la valorisation, d'un point de vue, encore une fois, de l'investisseur et aussi de l'entrepreneur. Donc ces deux questions-là. Alors si je me souviens bien, nous ça fait 10 ans qu'on a distribué nos premières BSPCE, enfin on va fêter nos 10 ans cette année, non, c'est un peu plus, donc ça fait plutôt 9 ans. Et je crois que la première personne à qui on en a donné, on a dû faire ça sur un coin de table. On avait fait un peu de love money avant, donc il y avait une valeur de référence quand même, et on a dû garder cette même valorisation. Et ensuite, une fois que la première levée de fonds intervient un peu sérieuse, à chaque fois on s'est servi de cette levée de fonds comme référence en termes de valorisation. C'est pas choquant d'utiliser à chaque fois la dernière valorisation, même si vous êtes proche d'en faire une autre. Donc nous on a fait des distributions 3 mois avant de closer une levée en utilisant la valo précédente. Donc là on a bien sûr demandé à nos avocats s'ils validaient ce schéma, mais fiscalement ça passe, il y a une tolérance et le fisc ne va pas venir réclamer une valorisation qui correspond à un événement postérieur à la distribution. Donc voilà ce que je peux dire. Après sur les valos, comment on fixe une valo d'une boîte, c'est l'offre et la demande, quoi. Non, mais globalement ce que moi j'ai observé sur toutes nos levées, c'est que quelle que soit la taille, le développement, la croissance de la boîte, en gros à chaque fois on a lâché à peu près entre 15 et 25% du capital, et quel que soit le montant qu'on mettait dedans. Donc c'est finalement un peu la détention que les investisseurs attendent quand ils investissent dans une boîte, que ce soit en série A, série B, série C. Et après, il y a des ajustements de ce pourcentage-là en fonction évidemment de la croissance, du marché. En ce moment, lever de l'argent, les valos sont bonnes. Donc voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Et le calcul, tu me diras, mais le calcul a priori que fait un investisseur, c'est de se dire, enfin moi tout ce que j'ai vu aussi, c'est que on vend un business plan. L'investisseur, ce qu'il dit, c'est qu'il va diviser le business plan par 2. Il va regarder du coup, avec ce business plan divisé par 2, quelle valorisation il peut attendre à long terme. Et il veut faire un multiple, et là ça dépend, de x3, x5, x10. Il va diviser ce montant par ce multiple, et il va en tirer la valo actuelle. Voilà. C'est, je pense, un peu les raccourcis d'investisseurs. Je ne suis pas investisseur, mais je te laisse donner plus de détails. Et je suis sûr que c'est plus compliqué que ça. Mais voilà. Tu serais un bon investisseur. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs qui commencent à investir en tant que business angel et après dans les fonds. Ce multiple dont tu parles, plus l'investisseur investit en early stage, plus il attend un multiple élevé parce qu'il sait qu'il va y avoir de la casse. Et donc on attend des multiples de l'ordre de x10. Par contre, quand un investisseur investit comme nous plutôt en série B, donc dans des boîtes entre 50 et 200 personnes, on vise un multiple entre 3 et 5 fois après la valo à laquelle on rentre. Donc, pour recoller à la question maintenant, qui était est-ce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, avant de lever des fonds, distribuent des BSPCE à des salariés? Moi j'en vois assez peu, pour plusieurs raisons. C'est que la partie administrative de distribution de BSPCE est assez lourde et généralement les entrepreneurs préfèrent attendre
plusieurs salariés pour lancer ça. Et il y a de plus en plus de levées qui sont assez tôt dans la vie d'une boîte. Donc, potentiellement, attendre ce moment de liquidité pour lancer tout ça peut être potentiellement une bonne chose. En revanche, ce qui est important, c'est de fidéliser des salariés qui sont arrivés très tôt et essayer de leur donner un peu plus. Essayer de leur donner un petit peu plus que ceux qui sont arrivés plus tard pour fidéliser en fait leur historique dans la boîte. Ok, merci. Peut-être une question maintenant sur un peu les zones grises des levées de fonds. Comment ça se passe justement quand vous êtes entrepreneur et que vous avez distribué des parts, que vous avez un employé qui a vesté qui s'en va, que ce soit une démission, un licenciement. Peut-être commencer par ça et puis après on parlera aussi des exits, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des clauses d'accélération en pratique, est-ce que vous le faites ou pas, les conditions de good liver, bad liver, ce genre de choses. Peut-être que vous avez des choses spontanément qui vous viennent en tête sur ces sujets-là. Ouais, effectivement, nous on a essayé d'anticiper tous ces cas-là. Alors il y a plusieurs cas, mais pour simplifier, en gros quand quelqu'un part, soit il démissionne, soit c'est nous qui lui demandons de partir. Et à la limite, nous, ça nous est un peu égal. Le sujet, c'est est-ce qu'on s'entend bien avec la personne ou pas. Et si la personne part de manière conflictuelle, évidemment, on n'a pas envie qu'elle soit actionnaire de notre boîte. Parce que ça peut être nocif assez rapidement. Et donc c'est pour ça que nous, on s'est réservé un droit au niveau du conseil d'administration de refuser que quelqu'un puisse exercer ses parts si il décide de partir. Ou si on le pousse à partir. Voilà. Donc globalement, ça veut dire qu'il faut qu'on s'entende bien avec les personnes. On n'a jamais exercé ce droit, c'est jamais arrivé. Et si la personne souhaite exercer, il y a deux cas, soit elle a l'argent, soit elle ne l'a pas. C'est vrai que comme on a pas mal grossi, à un moment donné, les BSPCE pour certains, ça peut valoir pas mal d'argent. Et c'est assez naturel qu'on n'ait pas tous l'argent pour les exercer. Donc là, c'est arrivé quelques fois qu'on propose à la personne qu'on fasse en sorte qu'un investisseur existant de la Captable rachète les BSPCE. Alors pas pour quelqu'un qui est resté 1 an dans la boîte, ou même 2 ans je dirais, mais pour quelqu'un qui est resté 4, 5, 6 ans dans la boîte, qui part, tout s'est bien passé, il n'a pas l'argent pour exercer. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je ne trouve pas juste qu'il n'en tire rien du tout. Donc là, on a fait en sorte que ça se passe bien. Voilà. Comme tu le disais tout à l'heure, ce qui n'est pas évident pour un salarié qui part, c'est qu'il faut généralement exercer ses droits dans les 3 mois qui suivent la sortie. Et généralement, on n'a pas forcément les montants qui permettent d'acheter en fait ces actions, puisqu'on ne va pas les revendre tout de suite. Donc, offrir un peu de flexibilité à des employés, c'est quelque chose qui est hyper important sur ce genre de choses. Après, il faut savoir une chose, c'est que un contrat de BSPCE, ça fait des dizaines de pages. Il y a à peu près autant de clauses différentes que d'avocats sur Paris. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être différentes. Moi, dans ce que tu mentionnais sur le fait ou pas d'accepter un salarié sortant, le fait de pouvoir exercer ses droits, je ne l'avais pas forcément vu, mais c'est intéressant. Mais en tout cas, ce que je vois dans la plupart des entreprises, c'est qu'une personne qui sort, généralement, n'exerce pas ses droits parce qu'elle est moins motivée, parce qu'il pense que l'entreprise potentiellement a perdu la valeur ou autre. Et dans le cas où elle aurait envie de les exercer, ce qui peut assez souvent se passer, c'est que des investisseurs décident de les racheter, que ce soit des employés de la boîte ou les fondateurs, à des prix où potentiellement l'employé ferait une plus-value entre symbolique et intéressante. Ouais, juste comme quoi ça peut bien se passer très souvent. Enfin, nous, on a un cas un peu extrême où, en fait, et ça nous est assez peu arrivé finalement, mais on a demandé à quelqu'un de partir parce qu'il y avait incompatibilité et performance moyenne, je dirais. Et donc, on a demandé à quelqu'un de partir. La personne, elle continue à croire à la boîte et il se trouve qu'elle a pas mal d'argent familial, etc. Ses parts valaient beaucoup et elle a fait un énorme chèque pour être actionnaire, et aujourd'hui elle est actionnaire alors qu'on lui demandait de partir. Enfin, donc ça paraît un peu paradoxal, mais en réalité ça peut bien se passer. Les cas extrêmes aussi sont... Enfin, on ne peut jamais prévoir comment ça se passe, quoi. Voilà.
Ok, et ben merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses. On va passer à des questions de l'audience. Ouais, tu voulais rajouter? Ouais, je t'en prie. Je voulais juste revenir sur un point, c'est que, je sais pas si ça remarche. Donc en fait, les BSPCE, il faut savoir une chose, c'est que c'est un outil qui sert à aligner les intérêts, aussi bien financiers et les envies de chacun, mais aussi la manière dont je le vois, c'est qu'un employé dans une entreprise, généralement a des objectifs dans son périmètre, par exemple une directrice, un directeur marketing a des objectifs sur la partie marketing et n'a pas forcément d'intérêt à regarder l'entreprise avec un point de vue global. Et en fait, mine de rien, des BSPCE, ça permet d'aligner les intérêts de tous, que ce soit tous les employés, les salariés et les investisseurs, dans la croissance de la boîte qui mèneront potentiellement à un exit. Et ça, je trouve que c'est hyper important, et c'est pour ça que je préconise cet outil auprès de la plupart des entrepreneurs que j'en rencontre. Il est signé au moment de l'attribution. Donc tu signes un contrat qui fige aussi le strike price, qui fige un certain nombre de choses. C'est vraiment au moment de l'attribution. Donc à ce moment-là, tu signes un contrat avec le salarié, enfin on signe un contrat avec le salarié en tant que société et une adhésion à un mini-pacte. En fait, un mini-pacte qui va reprendre les clauses du pacte qui concernent les sorties, les entrées au capital. Donc ça ne reprend pas tout. Mais au moins c'est en général un peu habitable d'ailleurs. Donc nous on a fait des sessions auprès des salariés pour leur expliquer ce qu'il y avait dedans, pour essayer d'être transparent et pour que parce qu'il n'y a pas de loup, hein, donc par principe quand on voit un document très compliqué, tout le monde pense qu'il y a un loup, donc il faut expliquer qu'il n'y a pas de loup, il faut expliquer que c'est quelque chose qui coûte rien, il faut expliquer que c'est quelque chose qui n'est pas engageant et qu'on a tout intérêt à le prendre. En fait c'est un cadeau. Mais c'est vrai que c'est pas évident, hein. Il y a beaucoup de pédagogie à faire autour du sujet des BSPCE. Je fais un peu une digression au-delà de la paperasse, mais il y a beaucoup de pédagogie à faire parce que j'ai rencontré quelques cas où, de toute façon, les gens par principe pensent que nous, on va faire une entourloupe, qu'en fait, on donne quelque chose, mais il y a une entourloupe, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est absolument pas le cas, et donc il faut l'expliquer, il faut expliquer le mécanisme. On a fait beaucoup de sessions en interne pour expliquer qu'est-ce qu'était une BSPCE, à quoi ça sert, pourquoi on le fait. Et ça, c'est assez essentiel parce que sinon, en fait, l'effet peut tomber. Ça peut tomber à plat en fait et générer même parfois l'inverse de ce qu'on pense que c'est censé générer. Donc la pédagogie est un élément clé à mon avis d'un plan de BSPCE. Il faut passer beaucoup de temps à l'expliquer et c'est un signal assez fort quand même en tant que cofondateur de donner des parts de capital à ses salariés. C'est un signal fort et autant le valoriser et en créer un événement important. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. De base, les salariés qui reçoivent des BSPCE pensent qu'il y a une entourloupe, d'où un travail important de pédagogie, d'explication, tous ces aspects. Sinon, ça peut se retourner contre vous. Alors, moi personnellement, je ne l'ai pas encore vu. Et je pense qu'être transparent sur les niveaux de salaire dans l'ensemble d'une entreprise, je trouve ça assez dangereux, en fait, il faut manier ça avec des pincettes. Après, proposer à un salarié un schéma où il y a plus ou moins de salaire, avec un schéma où il y a plus ou moins de stock, c'est intéressant à partir du moment où le salarié arrive à valoriser ça. Pourquoi pas? Alors j'ai pas vu non plus, nous on l'a pas fait. Je sais que Buffer, effectivement, moi j'avais vu leur formule, ils le font. Nous on a une grille indépendante pour les salaires, de la grille des BSPCE, donc c'est complètement indépendant. Il n'y a pas de vase communicant. On ne dit pas à quelqu'un je vais moins bien te payer, mais je vais donner plus de BSPCE. Voilà, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on a fait. Peut-être juste pour compléter sur la partie grille de salaire et BSPCE, si vous décidez de rendre votre grille de salaire transparente, je pense qu'il faut également rendre la grille de BSPCE transparente et inversement. C'est à partir du moment où vous décidez de répartir plus ou moins dans un sens ces différentes choses, il faut que les salariés aient une vue d'ensemble. Non, mais il a une caducité, il a une durée de vie en fait. Et de mémoire, je crois que c'est 18 mois.
À partir du moment en fait tu crées un pool de BSPCE, tout BSPCE qui ne sera pas distribué dans les 18 mois devient caduc. Donc tu vas devoir reconvoquer un conseil ou une AG pour émettre des nouvelles BSPCE. Voilà. Mais tu n'es pas obligé de le distribuer. Et nous, ça nous est arrivé d'ailleurs de distribuer une très faible partie de pool qu'on avait émis. Donc autant avec son actionnaire, partir sur un principe très gros, très large, ça pose le cadre. On dit voilà, moi je veux 10% de BSPCE dans ma boîte. On les émet, au moins ça pose le cadre, elles sont là, même si on ne les distribue pas dans les 18 mois, au moins on a psychologiquement installé ça dans la tête des actionnaires. Et ce qui arrive assez souvent, c'est de s'être entretenu avec l'investisseur pour créer on va dire un pool de BSPCE de 5%. Et si la moitié de ce pool n'est pas distribué dans les 18 mois, alors généralement on réémet des BSPCE pour les gens qui n'auraient pas eu le temps d'en avoir. Généralement, ce sujet de caducité n'est pas vraiment un problème. En tout cas, moi, alors, je ne sais pas si on parle de la même chose, mais je sais que dans notre contrat de BSPCE, elles sont valables 10 ans, donc on peut les exercer dans une durée de 10 ans, et je crois d'ailleurs que c'est légal, donc ça m'étonne qu'on puisse le faire de manière infinie. Et ensuite, il y a la question de, à partir du moment où on quitte la société, combien de temps on a pour exercer ces BSPCE. Donc ça, c'est un sujet important et je pense qu'il doit être assez court parce qu'il faut prendre une décision assez vite au moment où le salarié part. Parce que si on laisse en l'air une bonne partie de sa cap table et que 5 ans après, un salarié arrive en disant « moi, je veux exercer mes BSPCE » parce qu'il voit qu'il y a un horizon de liquidité, parce qu'il voit que la boîte a bien performé et finalement, il n'a pris aucun risque et on n'a pas entendu parler de lui pendant 5 ans et on ne sait pas ce qu'il est devenu, on ne sait pas ce qu'il veut faire au capital, ça me paraît très dangereux. Donc moi, ma recommandation, c'est quand même de mettre une durée assez courte pour bien figer les choses assez rapidement. Moi, je partage complètement ce point. Si on prend l'exemple d'une boîte comme Evaneos où il y a 200 personnes, si on pense qu'il y a un turnover de 10% par an, c'est-à-dire potentiellement il y a 20 fois ce sujet par an mis sur la table, et si on laissait en fait l'exercice de ces BSPCE sur une durée indéterminée, ça serait hyper compliqué à suivre dans le temps. Donc c'est bien de mettre des barrières, tout en étant quand même un minimum flexible. Alors, je sais que ça existe, mais dans notre cas, non. C'est vrai que parfois, dans le cadre de tours de table, il y a des BSA ou des BSPCE distribués à des fondateurs pour qu'ils se reluent, pour donner un incentive supplémentaire en fait, à la performance de la boîte. Nous, ça peut dépendre de chacun, mais nous, on n'a jamais considéré qu'on avait besoin de ça pour être motivé et pour continuer à délivrer des beaux résultats. Donc on ne l'a jamais fait, on ne nous l'a jamais proposé, mais je sais que ça existe. Et là, c'est plutôt des BSA en général qui sont émises à ces moments-là. Je crois que quelqu'un qui n'est pas salarié de l'entreprise ne peut pas avoir de BSPCE, c'est même sûr. Nous, on a eu pas mal de cas d'ailleurs dans le cas de filiales et de succursales. On a fait intervenir des avocats parce que c'était même pas certain à un moment donné qu'on puisse donner des BSPCE à des salariés d'une succursale d'Evaneos. Parce qu'on avait une succursale en Espagne. Donc quelqu'un qui est en dehors de la boîte ne peut pas avoir de BSPCE, mais en revanche peut avoir des stocks ou des BSA. Nous, typiquement, on a fait rentrer quelqu'un au board il y a très longtemps et on lui avait donné des BSA. Alors c'est évidemment exact pour le point des BSA, c'est une bonne réponse. Et donc sur le sujet des BSPCE, nous, ça nous arrive assez souvent lors de tours de table de créer aussi un pool de BSPCE pour les salariés conditionné, c'est-à-dire ce qu'on fait de manière assez courante, c'est-à-dire si sur notre investissement on multiplie par 3 ou 5 la somme qu'on a investie, alors on est capable de redonner une partie des actions sous forme de BSPCE pour des fondateurs. Et ce qui se passe assez souvent, c'est que les fondateurs vont chercher sur leur propre pool pour intéresser davantage des salariés. Voilà. Pour compléter peut-être par rapport à ce que je dis, des BSPCE peuvent être conditionnés à des conditions de présence dans l'entreprise, des conditions d'objectifs de valorisation ou des conditions d'objectifs, on va dire des KPIs comme, je ne sais rien, si on était directrice marketing, faire entrer tant de trafic sur un site internet dans l'année qui vient. Moi, ce que j'ai vu là-bas, c'est la distribution très répandue auprès de beaucoup de salariés,
Au-delà de ça, voilà, non, j'ai pas des insights particuliers sur ce sujet. Pas non plus, il y a des choses qui existaient là-bas qui sont arrivées il y a quand même plus de 2-3 ans en France, comme des obligations convertibles. C'est-à-dire vous êtes investisseur, vous mettez par exemple 500 000 € dans une entreprise, vous n'avez pas envie de définir la valorisation tout de suite, alors on vous dit la valorisation sera celle du prochain tour avec un discount. Il y a quand même un palier pour pas que ça dépasse des valorisations complètement énormes. Et en fait, on peut créer ces BSPCE sur cette valorisation qui arrivera avec aussi éventuellement un discount. Moi, je le recommande pour ça ressemble assez près au mécanisme dont je parlais à l'instant. Moi, je le recommande pour des boîtes petites qui n'ont pas encore de visibilité sur les montants qu'ils veulent lever et la valorisation et qui ont besoin de faire rentrer un petit peu d'argent, des petites sommes pour se développer, commencer à recruter une ou deux personnes. Je préconise de faire attention avec ce sujet parce que tout le monde n'est pas au courant et si vos business angels ne comprennent pas ce mécanisme, ils vont être un peu sur la défensive. Je pense que si on avait eu le temps, la bande passante, l'énergie de le faire avant, on l'aurait fait avant. On l'aurait probablement pas fait au début, parce qu'au début, il vaut mieux concentrer en fait ces BSPCE sur un nombre assez restreint de personnes pour être sûr d'attirer des personnes qui ne seraient pas venues chez vous si jamais elles n'avaient pas eu ces BSPCE. C'est un peu le but. Si vous pouvez les avoir sans BSPCE, finalement, pourquoi les donner, au tout début en tout cas. Donc voilà, au début, on a donné quelques pourcents à plusieurs personnes. Et je pense que c'était plus efficace à ce moment-là que de donner à beaucoup de monde des petits montants. Et sinon, à partir du moment où il commence à y avoir une traction, où la boîte fait du chiffre d'affaires, où on fait une série B, on fait une série C, moi, oui, effectivement, je l'aurais probablement fait avant. Si j'avais peut-être osé aborder le sujet avec mes investisseurs avant, je l'aurais fait. Il y a une question aussi de timing, aussi de confiance. Il y a des salariés qui sont venus nous voir en nous disant aussi qu'ils aimeraient bien en avoir. Probablement qu'ils le pensaient avant, mais une fois qu'ils nous l'ont dit aussi, ça booste pour le faire, quoi. Voilà, donc il y a un peu un faisceau de choses qui ont fait qu'on l'a fait, mais on aurait pu le faire avant. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a deux sujets pour répondre à cette question. Le premier, c'est que c'est quand même très chronophage de lancer ça pour tous ces salariés. Et quand on est encore, on va dire, entre 10 et 50 personnes, les fondateurs passent quand même beaucoup de temps sur les sujets opérationnels. Alors que quand on est 200 personnes, on a plus le temps pour passer du temps sur ces sujets-là. Ce qui explique certainement en grande partie pourquoi vous l'avez lancé récemment. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il y a 3 ans en France, dire à ses investisseurs qu'on veut offrir des BSPCE à tous ses salariés, je pense que ça ne serait pas forcément passé, alors que maintenant c'est un peu plus court. Et d'ailleurs, dans les points de négo avec un investisseur, je ne dirais pas que c'est une négociation sur à qui on en donne et combien, mais en revanche, c'est assez souvent des discussions. Alors, c'est pas une question idiote, on se l'est beaucoup posé avant de le faire. C'est vrai que je ne suis pas revenu sur tous les éléments de l'historique de notre décision. À un moment donné, on avait mis en place un mécanisme d'intéressement qui consiste, en fonction de certains KPI de la boîte, à distribuer une partie, alors qui est censé être des bénéfices, mais quand vous perdez de l'argent, ce n'est pas des bénéfices, c'est en tout cas une partie un montant de cash à l'ensemble des salariés, qui arrive, selon les principes de l'intéressement, en fait, 6 mois après la clôture des comptes annuels, qui arrive très tard. C'était des montants qui n'étaient pas non plus très significatifs, c'était quelques milliers d'euros par personne, enfin, ce qui est bien, mais ça ne change pas la vie non plus. Et donc du coup, on a été super déçus, on était hyper fiers de mettre ça en place pour une start-up qui avait 3-4 ans à l'époque. Et en fait, ça n'avait eu aucun impact. Et au contraire, les gens étaient frustrés parce que ça tombait tard, etc. Donc suite à ça, on a décidé de mettre en place le plan de BSPCE et on s'est dit on va voir si ça marche mieux. Et là, ouais, l'impact, le symbole même d'être potentiellement actionnaire de l'entreprise est beaucoup plus fort. Et encore une fois, s'il est bien expliqué, s'il y a une bonne pédagogie et s'il est un peu mis en scène aussi. Et quelque part, il faut
il faut bien faire comprendre à l'ensemble des personnes à qui on donne des parts, quelque part que ça coûte aussi, c'est de la dilution pour les actionnaires existants, c'est quelque chose qu'on donne, c'est potentiellement des grosses sommes à long terme. Donc nous on a expliqué aux salariés que si la boîte faisait x2, x3, x4, ils allaient gagner tant d'argent, et c'est des grosses sommes. Et ça c'est important, ça me fait penser un peu à chez Facebook où c'est un peu la légende, mais une légende qui est importante chez Facebook, où je crois pas que c'est une légende d'ailleurs, où la secrétaire de Mark Zuckerberg au tout début, qui avait des stocks, est devenue multimillionnaire. Et ça c'est important parce que ça valorise le mécanisme en fait, ça montre que c'est pas rien. Et donc voilà, je pense qu'il faut valoriser le mécanisme. Et donc si vous donnez sans expliquer, à mon avis, ça aura aucun effet. Mais en revanche, si c'est expliqué, valorisé et constamment, parce qu'il y a des personnes en permanence qui rentrent dans la boîte, il faut l'expliquer de manière très régulière. À la limite, si je peux compléter, j'ai de nombreux salariés qui m'ont dit qu'il y avait un manque de communication sur les SPCE. Et ce qui est dommage, c'est que c'est un outil qui est généralement créé avec bienveillance de la part des fondateurs et avec un manque d'explication, l'enchantement n'existe plus. Donc ça vaut le coup de passer un peu de temps sur ce sujet et normalement après ça sera quand même très bien reçu. Et c'est extrêmement difficile de rationaliser l'effet de ce choix. Alors nous, on a un baromètre chez Vaneos qui nous permet de suivre le bien-être des salariés à la semaine. On pose des questions sur Slack en fait en permanence et statistiquement, ça vient alimenter un indicateur qui nous donne une courbe qui nous permet de voir le bien-être, l'engagement, la motivation des salariés. Et donc le jour où on a annoncé ce plan-là, le lendemain, l'indicateur avait bien monté. Après, vous dire dans 3 ans si on aura mieux performé, si on aura mieux vendu la boîte ou pas parce qu'on a fait ça, j'en sais rien. Moi, en tous les cas, si on a un succès commun à long terme et que j'ai partagé la valeur et que tout le monde est content, ça me suffira. Voilà. Il y a quelques mois, années, on va dire que c'était 18 mois pour des boîtes qui marchaient bien. Donc quand on dit 18 mois, concrètement, ça veut dire qu'une entreprise qui vient de finaliser sa levée repart en levée 12 mois après. Ce qui fait quand même qu'un entrepreneur passe énormément de temps à lever de fonds. Après, en ce moment, il se passe quand même quelque chose dans cet écosystème. Il y a encore beaucoup d'argent, on ne sait pas si ça va durer. Et certains entrepreneurs, notamment les Vaneos, disent que c'est le moment pour aller chercher de l'argent. Et ces périodes peuvent potentiellement être plus faibles. À côté de ça, moi je vois vraiment de tout. Il y a des entreprises qui n'ont jamais levé qui lèvent au bout de 8 ans, il y en a qui lèvent au bout de 3 et qui relèvent 5 ans après. Il peut y avoir de tout. Alors, moi, je peux juste donner notre exemple, mais c'est vrai qu'on a levé tous les 2 ans. Au tout début, quand on a créé la boîte, on se disait qu'on n'allait jamais lever d'argent. C'était notre but. Et en fait, on a levé. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais voilà. Et ensuite, on a levé tous les 2 ans. En fait, une année sur 2, moi, je m'occupais de la levée de fonds et l'année suivante de déménager. Donc, c'était un peu. Moi, j'ai 2 expertises aujourd'hui, c'est lever des fonds et déménager. Et si je pouvais faire tout ça sans lever des fonds, enfin, je le ferais. Enfin, c'est pas un but en soi. Et je ne sais pas ce qui arrivera dans 2 ans. On vient de finaliser une levée. À la limite, j'espère qu'on n'aura pas à en faire une de plus. Parce qu'un de nos objectifs à moyen terme, c'est d'être profitable, d'être rentable. Et on est en bonne passe de le devenir. Mais continuer à grossir vite aussi. Voilà. Donc c'est toujours un équilibre, rentabilité, croissance. Et là, on est en train de le trouver. Alors, généralement, quand un investisseur rentre dans une entreprise, il y a une sorte de clause de discussion qui fait qu'au bout de 4 à 5 ans, il faut discuter de la liquidité potentielle de la boîte. Pourquoi? C'est qu'un fonds en fait lève de l'argent à l'extérieur et a besoin, pour réaliser une plus-value et une plus-value intéressante dans le temps, de sortir de ses actifs à un moment T. Si un fonds a une période d'investissement de 5 ans et généralement sort d'une entreprise au bout de 5 ans, ça veut dire qu'entre la création du fonds et la dernière date de sortie potentielle, il peut y avoir 10 ans. 10 ans pour des actionnaires, c'est extrêmement long. Donc ça c'est la théorie. Maintenant dans la pratique,
5 ans dans la vie d'une entreprise, c'est assez court, et l'année aussi typiquement à 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc ce qui se fait de plus en plus, c'est en fait des investisseurs qui offrent de la liquidité aux anciens actionnaires, généralement que ce soit des anciens employés, des actionnaires minoritaires ou des fonds, et ce qui permet justement de continuer à avoir une entreprise qui croît sans nécessairement avoir fait une sortie industrielle. Je sais pas si tu... Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé pour nous. Nous, on n'a jamais discuté dans le cas d'une levée à qui on allait vendre, est-ce qu'on allait s'introduire en bourse ou je sais pas quoi. En tout cas, on s'est donné des rendez-vous en se disant on en discutera dans 4 ans. Alors, ils aiment bien évidemment, dans le cas de la levée, discuter de à qui on pourrait vendre. Et c'est intéressant d'ailleurs de se dire à qui on pourrait vendre et qu'est-ce qu'il faut construire si on voulait vendre la boîte. On n'a jamais été, nous, trop là-dedans. En tout cas, il faut juste montrer en tant qu'entrepreneur, on est conscient de ça et que l'investisseur il est là pour sortir et qu'on met en place pas mal de choses pour que potentiellement il puisse sortir. Voilà, donc nous, le prochain événement sera probablement dans 3-4 ans et il va se passer beaucoup de choses d'ici là. Peut-être pour compléter, bizarrement, plus la boîte grossit, moins les investisseurs sont stressés à essayer de la vendre tout de suite, parce que la boîte se porte bien. Il y a potentiellement d'autres investisseurs qui vont rentrer, et du coup il va y avoir des événements de liquidité avec des valorisations. Donc, pour répondre aussi à la question tout à l'heure, est-ce qu'il faut communiquer là-dessus aux salariés? Je dirais pas forcément, parce qu'on ne connaît pas forcément les schémas qui vont se produire en fait. Ok, bien. Alors voilà, on espère que vous avez tout compris maintenant au sujet des parents startup. On va pouvoir vous proposer d'aller prendre des petites collations sur le côté et peut-être parler aussi de ce que vous ferez quand vous serez riche grâce à ces parts. En tout cas, merci beaucoup à nous deux intervenants et merci beaucoup d'être venus à toute l'audience.